Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode. Vous connaissez le principe, il est simple, un invité qui me tient à cœur sur un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Sachez que l'épisode est aussi présent sur Spotify. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan qui va nous parler un petit peu de son parcours de vie et de la maladie qu'il a affrontée. Donc Jonathan, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Jonathan, j'ai 40 ans, je suis conseiller immobilier. Donc tu viens ici pour témoigner de quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie. Tu as eu une maladie, je te laisse la présenter, savoir quand est-ce que tu as appris ça et de quelle manière tu as appris ça. Donc en 2016, en juin 2016, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du testicule. D'accord. Donc ça s'est manifesté tardivement. J'ai pas eu les symptômes précis de cette maladie tout de suite, ce qui a fait que ça s'est métastasé. D'accord. Je m'en suis aperçu bêtement suite à un ganglion dans le cou. Donc Ok. de là, j'ai consulté mon médecin qui a été très réactif. Prise de sang. Première prise de sang, il n'y avait quasiment rien. On détectait rien du tout. Et par conscience professionnelle, il a refait une prise de sang 3 jours après. Et là, tout est parti. Prise de sang très mauvaise. Donc de là, hospitalisation, examen, scanner, pour établir un diagnostic. Diagnostic a mis 15 jours. 15 jours dans le doute. 15 jours dans le doute, on savait que c'était malin, Et t'avais quel âge déjà 32 ans. 32 ans. Donc on savait que c'était cancéreux, mais on ne savait pas d'où, et il n'y a que la biopsie qui a pu déterminer la provenance. Ils font germer, ils Ouais. font une culture voilà, du germe D'accord. en cause, et à partir de là, ils ont pu me diagnostiquer cancer du testicule. Et il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as eu ton ganglion et que tu allé consulter et au moment où il y a le Le diagnostic? ganglion, 3-4 jours. Moi, je crois que c'était une piqûre de moustique au début, ça faisait une petite boule. Et bon, il y avait quand même le doute, c'était quand même un peu bizarre. Donc oui, j'ai pris rendez-vous assez rapidement et j'ai eu un rendez-vous et de là, c'est parti. Et le diagnostic a été posé combien de temps après ce rendez-vous? À peu près 3 semaines. 3 semaines. Et est-ce que ça avait été évoqué comme possibilité pendant ces 3 semaines ou tu as vécu avec ça Oui, dans la tête? non, non, ça a été évoqué que ça pouvait c'était quelque chose qui était grave de toute façon, D'accord. sûrement malin par rapport aux prises de sang, les marqueurs qu'il y avait dedans. Ensuite, c'est de trouver la cause ou pourquoi j'ai pas eu de symptômes et de voir jusqu'où ça s'est étendu. Donc j'avais toute la chaîne ganglionnaire qui était métastasée, d'où les ganglions qui ont apparu au cou. D'accord. Et quand tu as appris ça, je sais qu'on parle de stade en termes de cancer. Mhm. C'était à quel stade? Parce qu'il y a 3 stades, c'est ça? Ça dépend. Alors là, je suis pas calé là-dessus, Ok. mais c'était un stade déjà avancé. Ok. Ça veut dire quand c'est métastasé, déjà, c'est que c'est sorti de sa zone, que ça a commencé à se diffuser dans tout le corps. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, j'y connais rien non plus, donc ok. Et comment tu as vécu chaque étape de... est-ce qu'il y a des étapes particulières que tu as vécues? Il y a beaucoup d'étapes. La première étape, c'est l'attente de bah, qu'est-ce qui va m'arriver. Une fois que le diagnostic est posé, donc faut savoir, je suis parti sur un bon diagnostic à la base. On reparlera de la suite plus tard, suite à ce bon diagnostic qui va se transformer après. Donc on part quand même confiant, sachant que voilà, cancer du testicule, je crois qu'après 5 ans, il y a un taux de 94% de survie. D'accord. Ça réagit très bien à la chimio. Donc je partais quand même assez confiant malgré que ça soit métastasé. Mais on part toujours avec les peurs, hein, la peur de la mort de toute façon. Inévitable Voilà, on a tous eu quelqu'un dans notre entourage qui a eu un cancer quelconque. Donc on sait qu'il y a un risque de toute façon. Ouais. Donc à partir de là, on se pose beaucoup de questions. Et bizarrement, moi, je l'ai mieux vécu que ce que je l'avais pu l'imaginer. Parce que des fois, on s'imagine, ah, bah, si on a une connaissance ou quelqu'un de proche qui attrape cette maladie, on se dit comment je réagirais moi. Ouais. Et en fait, je l'ai accepté, Ouais. avec de la colère, mais je l'ai accepté. Donc il y avait de la colère. Bien sûr, bien sûr. Et elle se De la manifestait colère, comment? bah, c'est de la dépression essentiellement. Donc moi, j'exprime pas trop ma colère parce que j'ai plus tendance à préserver les gens autour de moi. Mais il y a une colère interne, Ouais, sur toi-même. voilà, sur moi-même. D'incompréhension. C'est ça, c'est ça. Et je t'ai coupé, du coup, tu étais en train de parler des étapes, excuse-moi. Donc il y a l'étape de l'acceptation et ensuite bah, les étapes s'enchaînent. On est dans le corps, enfin dans le centre médical.
on est pris dans un engrenage et après on se laisse guider, donc on n'a pas trop le temps de réfléchir. Sachant que moi, la prise en charge a été très rapide à partir du diagnostic. Donc j'ai été diagnostiqué à 3. Ok. Donc une fois qu'ils ont posé le diagnostic, l'oncologue de 3 m'a renvoyé à Reims. Parce que c'était un protocole assez spécifique qui nécessitait des surveillances. Je partais en hospitalisation 5 jours toutes les 3 semaines. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses à mettre en place. Et à Reims, ils étaient plus spécialisés dans ces protocoles-là. D'accord. Donc j'ai eu un rendez-vous à Reims la semaine d'après. Et je suis parti comme ça. Et en fait, j'aurais dû prendre mes valises. Parce que tu es resté plus longtemps que... Ils m'ont gardé, donc j'ai eu le rendez-vous avec l'oncologue qui m'annonce, bon bah après le rendez-vous, vous allez à côté, donc j'étais à l'Institut Jean Godinot, ils m'ont envoyé à côté à Robert Debré me faire opérer le lendemain, Wow. donc pour l'ablation du testicule, et je revenais le lendemain de l'opération, on attaquait la chimio. Donc d'un côté c'était bien, j'ai pas eu le temps de Ouais, pas le temps de réfléchir. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Émotionnellement, ça a dû être pas de préparation au final. Pas de préparation, mais au final j'ai pas eu le temps de ruminer. Ouais. Ça a été vite. Puis il fallait que ça aille vite. De toute façon, ça commence à prendre Trop d'ampleur. La maladie commençait vraiment à gagner du terrain. Je le sentais tous les jours. Ça m'appuyait sur le dos, les ganglions, la chaîne ganglionnaire m'appuyait sur le dos. Tout ça, j'avais des douleurs partout. Parce que du coup, tu avais des ganglions dans le Toute corps. la chaîne ganglionnaire qui était gonflée. Donc ça m'appuyait sur le dos, ça m'appuyait sur les cordes vocales. J'avais du mal à parler. La machine s'est emballée et il fallait que ça parte très vite. Waouh. Donc après, il y a les étapes, c'est l'opération. Les premières chimios, on appréhende. Hein. Le mot chimio résonne dans la tête de tout le monde assez violemment. Les effets secondaires, on a peur de ce qui va se passer. La douleur. La douleur, les effets secondaires, la famille, je vais perdre mes cheveux. Enfin, tout un tas de questions qu'on se pose et qu'on n'a pas forcément la réponse. Parce que la médecine s'arrête à faire le traitement, mais derrière, on n'a pas forcément Il y a peu d'accompagnement. et d'accompagnement. Ah ouais. On est obligé beaucoup de chercher soi-même. La médecine s'arrête simplement à... Alors, ils vont un à la petit peu médication. au-delà, mais après, voilà, ils traitent, mais après, ils vont pas plus loin. Ouais, ça manque de psychologie dans Un ce petit milieu. peu, ouais. Ok. Après, j'aurais pu demander à un psychologue, mais après, c'est pas trop mon truc non plus. Donc, Ouais, mais c'est juste qu'on m'explique les choses. pas précisé plus que ça, ouais. On m'en a précisé, mais j'aurais préféré approfondir. Ouais, pour comprendre ce qui va se passer. C'est ça. Ok. Et peut-être qu'on ne le dit pas aussi parce que ça peut Donc, faire peur. j'ai compris au fur et à mesure aussi pourquoi ils disaient pas tout et qu'ils nous amenaient les choses au fur et à mesure pour pas faire trop à accepter d'un coup et accepter les choses palier par palier. Ok, parce que c'est vraiment des étapes qui sont difficiles. C'est des étapes qui sont difficiles. Donc après, moi, il y a eu plusieurs protocoles. Donc le premier, au final, maintenant, je me dis, le premier, c'était facile par rapport à ce que j'ai vécu après. Ok. On y viendra après. Hein, Oui. Est-ce que tu avais espoir dedans ou est-ce que des fois tu as pensé au pire? On est obligé de penser au pire. Mais tu y as pensé? C'était pas longtemps. C'était une fraction de seconde, un coup de mou. Non, j'ai toujours... moi, je suis plutôt toujours positif. Je suis toujours dans ce sens-là. Et après, voilà, comme je dis souvent, tout le monde me dit ah, bah, bravo, ton courage. Il n'y a pas de courage. Moi, j'ai été courageux aussi parce que je suis parti d'un diagnostic qui était bon. On m'aurait dit vous avez que 5% de chances de survivre. Je pense que ça n'aurait pas été la même. Ouais. Donc il y a plusieurs facteurs dans la balance qui font qu'on l'accepte plus ou moins. Ça a conditionné ton mental. C'est ça. Après, il y a aussi ta personnalité. Il y a la personnalité, il y a aussi, on se bat aussi pour ce qu'il y a autour de nous. J'ai ma femme, à cette époque-là, j'avais ma première fille, ma femme était enceinte. Donc C'était au mois de juin, le terme était au mois d'août. Donc beaucoup de choses, c'est tombé dans un moment important de notre vie aussi. Et voilà, il fallait se battre. Hein. Il n'était pas question que ça se finisse mal dans ma tête, de toute façon. Ouais, pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Et ta femme derrière qui a dû assumer tout ça. Tout à fait. Parce que je leur remercie beaucoup. La femme de l'ombre, là, pour le coup. On pense beaucoup aux malades, mais pas beaucoup aux accompagnants. Alors qu'il faut penser aux deux. Les accompagnants, ils vivent quelque chose... Ils sont dans l'ombre. Ils vivent... ils assument tout, les rendez-vous... l'humeur, l'humeur du patient qui n'est pas forcément sympa tout le temps, les enfants, la maison, il y a beaucoup de choses... compliquées derrière. Oui, beaucoup de choses compliquées. C'est vrai que les accompagnants sont souvent oubliés dans la maladie. C'est vrai, je
comprends tout à fait. J'ai des histoires personnelles qui me font Mm. penser à ça, ouais. T'as été, pour aller un peu plus loin dans ce que tu m'as déjà expliqué, t'as été dans une bulle 2 fois. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, pourquoi t'en es arrivé là? Alors, de expliquer comment je suis arrivé là, parce que la bulle, c'est vraiment une étape, il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Donc, j'ai fait mon premier protocole qui a fonctionné. Donc, je suis sorti après un TEP scan, j'avais plus rien. Au bout d'un contrôle de routine tous les 6 mois, premier contrôle, boum, c'est reparti. Donc, première rechute. Donc, à partir de là, voilà, le moral, il prend cher. Tout le monde autour est un peu dépité. Puis, on repart à se formater pour y aller à fond, se rebattre. Là, c'était un protocole qui était déjà plus fort. Donc, j'ai un peu moins toléré aussi. Avec beaucoup plus de séquelles, des choses comme ça, Qui des était plus fort nausées, en termes de médicaments? ils ont dosé, le dosage, je pensais, mais les produits qu'ils mettent sont différents. Et c'est les produits qui attaquent plus, forcément. Le premier n'a pas fonctionné, donc on fait la surenchère, hein. Donc ce protocole-là, c'est terminé. Pareil, il n'y avait plus rien. Contrôle 6 mois après. On ne change pas une équipe qui gagne, c'était reparti. Ce coup-ci, j'avais 2 nodules au poumon qui ont apparu. Donc c'était pas juste des restes, en fait la maladie avait surmonté, fait 2 nodules au poumon. C'est-à-dire des nausées le poumon, C'était c'est-à-dire qu'elle s'était propagée? les métastases qui restaient dans les petits vaisseaux capillaires, en fait, il m'expliquait. C'est que la chimio ne va pas assez dans les petits vaisseaux, et du coup ça tue pas toutes les cellules, il en reste quelques-unes, elles se redéveloppent, elles se mettent dans le sang, puis elles vont se greffer quelque part. Donc là j'ai eu 2 nodules au poumon. À partir de là, on est passé du bon pronostic au mauvais. Et là, c'est là que la Donc descente. là, ça bascule. Par contre, on passe en mauvais diagnostic. Reims m'expliquait on avait épuisé les 2 protocoles classiques pour cette maladie. Et ils m'ont expliqué qu'il y avait un professeur à Paris qui ratissait toute la France, justement sur des cas comme moi, qui avait épuisé les protocoles et qu'on arrivait dans des mauvais pronostics. Et pour aller à Paris faire un essai clinique. Un essai clinique. C'est ça. Ça, c'est quelque chose d'expérimental. Expérimental. Il n'y a pas beaucoup de patients qui ont pu en bénéficier. Il faut remplir des cases. Et puis, il n'y a pas de certitude en plus derrière. Il n'y a aucune certitude. Ça, on est bien au courant. Donc j'ai eu rendez-vous avec ce professeur à Paris en ne sachant pas ce qui m'attendait. Donc on m'avait prévenu que c'était un essai clinique. Et là, je reviens sur justement, on nous explique les choses au fur et à mesure. Avec le professeur, on l'a très bien compris. Il m'aurait annoncé tout ce qui m'attendait. On abandonnait tout de suite. Ah ouais? Donc il t'a annoncé petit à petit pour Petit à petit. Donc je le remercie d'ailleurs. Parce que c'était vraiment une charge énorme. C'était une grosse charge. Donc le protocole, donc il nous explique au premier rendez-vous ce qui va se passer dans un premier temps. Donc il explique que c'est un essai clinique. Donc c'est un principe de chimio intensive. Ok. Pour intégrer le protocole, donc j'ai fait beaucoup d'examens, il fallait être en bonne santé, donc si je fumais, des choses comme ça, c'était un petit peu râpé. Tu fumais? Non. Non. Ça m'a sauvé la vie. Donc voilà. Ok. Non, fallait avoir quand même une bonne condition physique, fallait être en bonne santé malgré la maladie, mais avoir une bonne condition pour entrer dans ce protocole. Ok. Donc à partir de là, on a fait des chimio semi-intensive. Donc j'allais en hôpital de jour à Paris tous les 15 jours. D'accord. Et seulement si ces chimios-là fonctionnaient sur moi, donc suite à des examens après, ils ont vérifié, les nodules avaient rétréci. Donc j'ai fait 4 séances comme ça. Et si ça rétrécissait, je pouvais intégrer le protocole. Donc là, je ne me suis pas inquiété parce que moi j'étais chimio-sensible, je le savais, dès qu'ils me mettaient de la chimio, ça partait. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de m'accrocher à ce protocole. Dans ta tête, tu étais persuadé que tu avais beaucoup d'espoir? J'avais beaucoup d'espoir, j'avais peu de doutes sur le fait que la chimio semi-intensive, les premières d'une journée, allaient fonctionner. Ok. Donc je suis parti de là confiant. Et après, forcément, on a les étapes au fur et à mesure des rendez-vous. Il va nous expliquer, maintenant, on va aller faire la bulle. Voilà, La bulle, donc tu es isolé la dans fameuse une bulle. Donc la bulle, ça se résume en une chambre de 20 mètres carrés, à peu près. T'es seul? On est seul. C'est un service de soins intensifs bien particulier. Il n'y a que 4 chambres de ce type dans le service. Donc tout le monde est masqué. Et Tout le monde à l'hôpital Tenon, à Paris. Ok, donc éloigné de parce que tu habites à Troyes, éloigné C'est ça. de ta famille. C'est ça.
Donc après, les visites, de toute façon, c'était pas trop marrant non plus, hein. Fallait la charlotte, fallait le masque, les tenues, une personne, Par une personne. une personne par une. Donc il y a que ma femme qui est venue une fois me voir la première, et la deuxième, c'était compliqué, elle avait accouché, tout ça, il y avait les En enfants. combien de temps la première, ça a duré? C'est 2 fois un mois, 2 fois un mois, donc tu as passé c'est ça. Je passais 2 mois. 2 mois Mm, seul dans une pièce. c'est ça. Mais ça passe vite. Ça passe vite, parce qu'on en a déjà parlé, tu m'as C'est dit ça. que tu avais des routines, que tu vivais un peu au rythme de je fais ci, je fais ça, à telle heure, et c'est ce qui te permettait de tenir. C'est ça. Mais c'est incroyable quand même, enfin incroyable, c'est impressionnant, 2 mois, bah, t'avais pas le choix, mais 2 mois c'est énorme en fait. C'est énorme pour des personnes lambda, mais en fait, on n'est pas du tout dans le même contexte. On est branché de partout. On a des cachets pour nous, pour la douleur. Oui, On a t'es la aussi morphine. médicamenté, oui. On est shooté. On est conscient, mais on a beaucoup d'antidouleurs. Tout ça, on dort beaucoup, donc le temps passe quand même assez vite. Ok. Mais c'est long aussi. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qui s'est... Donc j'ai fait la première. Donc ça a été, j'y suis allé très remonté. Je suis rentré dedans le 26 décembre, le lendemain de Noël. J'ai eu de la chance, normalement Noël je devais être dedans. Et j'ai pu faire Noël avec mes enfants, donc je leur ai dit au revoir le 25 décembre, ça a été très dur. Et j'y suis allé en mode, je m'étais vraiment conditionné en mode boxeur, je sais pas, c'est un peu l'image que j'avais. On y allait et c'était le dernier combat. Fallait y aller, c'était le protocole un peu, on va dire, pas de la dernière chance parce que derrière il y avait encore des choses, mais qui avaient beaucoup moins de taux de réussite. Ouais. Donc non, j'y suis allé, ma femme m'a emmené, tout ça. Je suis rentré dedans et ils ont attaqué tout de suite quand je suis arrivé. Donc j'ai pas eu le temps de me retourner. Et après, quand c'est parti, de toute façon, on n'est plus maître de soi, hein. On se laisse porter. Enfin, le personnel hospitalier, ouais. Oui, qui est formidable d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Et on a des personnes, j'ai rencontré des gens, de l'aide-soignante à l'infirmière, aux professeurs, aux internes, enfin vraiment des gens exceptionnels qui travaillent dans un contexte très difficile. Dans ces services-là, ils sont confrontés quand même à des choses, ils sont confrontés à la mort quand même Ouais. souvent. Ils sont toujours souriants, toujours la petite blague, toujours Plein d'empathie. plein d'empathie, et je les remercierai jamais assez. Ouais, ça se voit, là encore on en parle, qu'il y a des Ouais, émotions non, derrière. Et pour moi aussi, il y a des émotions parce que je suis un peu une éponge et on dit parfois que lorsqu'on on est touché par la maladie, alors c'est un petit peu spirituel ce que je te dis, c'est que la vie nous remet un petit peu sur notre droit de chemin parce qu'on était un peu éloigné de ce qu'on faisait, qu'on n'était pas bien à notre place. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a une part de vérité ou est-ce que c'est un petit peu trop beau à dire? Non, c'est complètement vrai, hein. De toute façon, ça te remet, ça te recadre, hein. Moi, je dis toujours, j'ai eu 2 vies. J'ai eu ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Je vois les choses complètement différentes aujourd'hui qu'avant. Ouais, ouais, j'imagine que... On relativise sur beaucoup de choses futiles. On se prend la tête pour des conneries, on va dire, hein, pour être poli. Bah, clairement. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore, mais beaucoup moins. Ouais, ouais, Beaucoup moins. t'as un petit rappel à l'ordre Ouais. ouais, on s'en fout. Oui, on y reprend. Bon, ça me suit, ça fait partie de moi, on y pense tout le temps. Ouais. Bah, bien sûr qu'on y pense tout le temps. Comment ta famille a vécu la maladie et comment tu leur as annoncé? Je te parle de ta famille, ça peut être ta femme Mhm. et ta famille, tes parents. Bah, ma femme, bon, ça a été simple, elle est avec moi là Ouais. tout suit en même temps. Et Ensuite, ma comment elle l'a famille, vécu? bah, ça a été très compliqué pour elle. Bon, on s'est serré les coudes, mais c'est peut-être moi des fois qui a tendance au début, on va y aller, puis après, bon, on s'aidait mutuellement, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Et après, non, on n'a pas forcément baissé les bras, on a foncé tout de suite en fait. Et tu l'as soutenu au final un peu dans Bah, ta je l'ai maladie? soutenu, elle m'a soutenu, hein, Ouais, c'est un mais peu réciproque. c'est fou quand même parce que la logique voudrait que c'est la personne qui n'est pas malade qui soutienne, mais toi, tu voyais son mal-être, j'imagine. C'est ça. Et du coup, Bah, je prenais beaucoup sur moi par rapport aux douleurs ou des choses comme ça. tu Je voulais prenais rester sur moi fort. pour éviter de trop lui dire j'ai mal, j'ai mal. Bon, après, il y a des périodes, on est obligé, on n'est pas agréable du tout. J'ai une période très compliquée à cause de la douleur, des traitements.
Donc ça a été très compliqué. Après, la famille proche, mon père, je ne sais plus, je crois on lui a annoncé par téléphone quand j'étais hospitalisé à Troyes. Donc pour lui, on ne savait pas ce que j'avais tout de suite, donc on l'a annoncé comme ça. Puis après, il venait me voir, donc L'évolution. il suivait l'évolution. Ça a été compliqué pour lui, donc parce qu'il a perdu aussi des proches très proches de la maladie de cette maladie. dans sa vie, voilà. Donc ça a été très compliqué pour lui également. Ouais, je comprends. Et est-ce que dans tout ce parcours, tu as fait des rencontres pas particulières que tu oublieras jamais? Ah bah oui, Est-ce que tu peux nous en parler, si c'est pas trop indiscret, certaines? bah, c'est le corps médical. Le corps médical? Ouais. Si des gens avec qui tu es peut-être encore en contact, avec certains, je sais pas. Alors je suis en contact, j'ai gagné un ami, on va dire. C'était mon frère de combat. Quand je suis arrivé à Paris, le professeur m'a parlé d'une association. Elle s'appelle le Fight Club Cancer. C'est une association d'anciens patients. Il m'a donné leur carte et dedans, il y avait une personne qui a eu la même chose que moi, qui est passée dans la bulle et bah, qui s'en était sortie, qui était là. Donc je l'ai appelé. On ne se connaissait pas, il est venu me voir en chimio à Paris. On s'est peut-être vu 3 4 fois dans notre vie et voilà, on est toujours en contact. Et moi, ça a été un peu mon mentor. Ça a été aussi un ancrage, parce que je me dis, lui est arrivé, donc voilà, c'est possible, on peut sortir de là, avoir une belle vie derrière, avec les séquelles, mais on est vivant, on a Ouais. nos enfants. Donc cette personne-là, oui, on s'est pas vu beaucoup, mais c'est une personne à qui je tiens énormément. Et ensuite, dans le corps médical, oui, j'avais des personnes, que ce soit à Reims ou à Paris, vraiment exceptionnelles. Je me rappelle d'une aide-soignante qui s'appelait Nadia, je l'appelais mon rayon de soleil. Et même quand ça allait mal, en fait, elle arrivait, c'était une personne des îles, elle arrivait avec son téléphone portable, le zouk à fond dans la chambre, et puis malade ou pas, elle me vaquait du lit, on se balançait des vannes. Et je rentrais dans son jeu, elle rentrait dans le mien. Donc tu prenais Voilà, pas pour un malade. c'était mon petit moment de plaisir le matin. Voilà, elle était là 15-20 minutes. C'était mon moment. D'ailleurs, si un jour elle regarde la vidéo, je la remercie beaucoup pour tous ces bons moments. C'est trop mignon. Donc voilà, des belles rencontres quand même. Trop bien. Enfin, trop bien. D'avoir pu Il connecter avec des faut quand même super personnes. un petit peu de positif quand Ouais, même. mais c'est beau. Et tu es là aussi aujourd'hui parce que tu me disais que tu avais envie aussi de témoigner. Et pourquoi pas témoigner demain devant d'autres personnes, des C'est ça. personnes qui sont malades. Bah, c'est quelque chose dont on parle pas. Ouais, Euh, En général, quand on a vécu ça et que c'est fini, on met dans une boîte, on laisse derrière nous, puis on veut pas en parler. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui l'a vécu, et qui t'a aidé. qui m'a aidé, qui m'a dit, bah moi j'ai posé des questions quand j'avais telle séquelle de chimio, telle chose, telle chose. Lui il me dit, bah oui, je l'ai eu. Même si on est tous différents par rapport aux réactions, il y a des réactions quand même communes, et du coup ça me rassurait aussi. Ouais, c'est bien dans le sens où tu sais que t'es pas seul. C'est ça, Et parce que quand tu vis des choses comme ça, à part toi et les personnes qui c'est l'ont ça. vécu et les personnes qui le vivent, On sait pas la normalité de ce ouais, qu'on a en fait. Je vais me dire un symptôme qui va être grave, en fait, non, c'est normal. C'est normal, il l'a eu aussi. ouais, ça te permet Voilà. d'avoir des repères et de Ça permet pouvoir d'avoir des repères témoigner. et de pas se perdre dans tout ça. Ouais, et puis de ne pas avoir trop peur. C'est T'as ça. déjà suffisamment peur, je pense, pour Oui, quand même, la bulle, c'est quand même quelque chose de traumatisant. traumatisant. Ouais. J'ai toujours des traumatismes aujourd'hui Ah ouais? de cette période. Ok. Ça va être des odeurs, ça va être des musiques, Des musiques qui passaient? des musiques qui passaient. J'écoutais de la musique et des musiques que je ne peux plus entendre. Si je les entends, ça me replonge Ouais. dans cette période. Donc j'essaye de faire ce qu'il faut un peu derrière pour chasser tout ça, mais c'est bien ancré aussi. Donc les odeurs, j'avais un gel douche que je ne supporte pas. Ouais. Dès que je sens ce produit, ce gel douche, j'ai les nausées qui reviennent en fait, Ouais. comme si j'étais en chimio. Ouais. Ouais, je Donc vois. le après est compliqué aussi, on va Ouais. dire. Ouais, c'est très traumatisant. Très traumatisant. Ça met longtemps à se réparer. Comment t'as fait pour garder la tête haute face à ta famille et tes amis? Bah après, moi, j'ai un naturel à être positif. C'est ça qui m'a sauvé, on va dire, hein. Je pense, j'ai un bon mental, je suis positif.
On va dire, je vais revenir à mon premier protocole. Une fois que je l'avais fini, en fait, j'étais couvreur, j'étais artisan dans le bâtiment, donc physique. Et j'avais perdu beaucoup de muscles durant le premier protocole. Et de là, je me suis inscrit dans une salle de sport. Et quand j'ai fait ma rechute, je suis resté dans cette salle de sport. Et ça a été un remède super radical. Donc ça, j'ai pu le gérer très bien la maladie grâce au sport aussi. Ouais. Quand j'ai été en chimio, j'allais au sport. Les gens en général, ils te disent repose-toi, Reposer, ouais. repose-toi, tu devrais pas. Et en fait, non, Après, j'ai justement étudié un petit peu tout ça, j'avais le temps. Et j'ai creusé cette partie-là, sport, santé. Et ça m'a beaucoup aidé Ouais. à avancer. Et ça jusqu'à la bulle. Ah oui, parce que c'était entre les deux. Jusqu'à la fin, je continue le sport aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai fait du sport, même après le deuxième protocole, j'ai fait du sport. Quand j'ai eu ma chimio intensive, j'ai fait du sport. Dans la bulle, je faisais du pédalo. Entre les deux bulles, j'allais à la salle de sport. Même si c'était juste pour pédaler dans le vide, hein, Ouais. c'était mon moment détente. Et du coup, Et se sentir vivant. C'est ça, je me sentais vivant, j'avais un lien social. C'était une salle assez familiale avec un canapé, une machine à café. Donc, les gens, quand tu vois ta tête, voilà, une tête de zombie, normalement les gens, ils parlent et moi je suis assez ouvert. Donc ça m'a aidé mentalement aussi à rester droit. Ouais. Quand on fait du sport, on est actif, je fais partie de la société. Je vais chercher mes enfants à l'école, même si j'ai une sale tête. Il y a le regard des gens, mais c'est pas grave, je leur en veux pas. C'est beaucoup de l'empathie. Du questionnement, de C'est ça, l'empathie, une voilà, forme de pitié, mais pas de la mauvaise pitié, de la pitié. Non, pas du tout. C'était pas des mauvais regards, on va dire, mais je pense que les La gens compassion. voilà, c'est ça. Donc, moi, face à tout ça, ça me dérangeait pas. Et le sport m'a forgé le mental aussi pour avancer. Dire je suis malade mais je fais quand même quelque chose, j'ai une vie, avec ma femme on se faisait des petits restos, je continuais toujours à vivre, je me reposais après mes chimios mais après je me forçais, parce qu'il faut se forcer. Ouais. Mais si tu restes dans ton canapé, Tu c'est vis pas le plus. bon, tu vis plus et puis tu t'enfonces dans la maladie, on va dire tu vas C'est un pas dans le cercle bon vicieux. sens, on va dire que j'ai des infirmières on a beaucoup parlé, j'ai une personne qui était proche de la retraite, elle a passé sa vie dans les services oncologiques, Ouais. et qui m'a dit, les personnes qui l'acceptent comme moi, parce que moi j'ai beaucoup joué sur l'humour, tout ça, j'en ai rigolé de ma maladie à des moments, hein, Ouais. pour dire jusqu'où j'allais, mais ça m'a aidé en fait à dire, en gros, je l'emmerde la maladie et on y va, quoi. Et elle m'a dit, elle m'a fait comprendre, elle m'a dit, moi, dans toute ma carrière, les personnes qui ont un mental comme vous, qui acceptent les choses et qui vont d'avant, elle dit, le traitement, il est accepté. Donc elle m'a expliqué, en gros, si on part dépressif, qu'on n'accepte pas sa maladie, le traitement, le corps va le rejeter en grande partie. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire si tu acceptes, enfin si tu as un mental d'acier, tu vas guérir. Non, Non, la pas du tout. différence c'est traitement, le traitement agit mieux. le mental ne guérit pas, ça aide. Non, mais C'est un il y a plus. des croyances qui C'est ça. disent si c'est dans le mental, non, Non, il faut non, non. accepter de se faire Non, aider avec les il y a les médicaments. médecines, on a une très bonne, on a des très, très bons médecins, on a une médecine qui avance. Sans les traitements aujourd'hui, je serais pas là en train de te parler. Mais par contre, la condition physique de faire du sport, tout ça, ça augmente les probabilités sur le traitement également. Et se mettre dans le bon état mental, C'est malgré ça. tout. Ouais. Et le sport également aide à prendre moins d'antidouleurs. J'ai baissé mes doses d'antidouleurs grâce au sport. Et tout ça, mis l'un au bout de l'autre, à m'expliquer, votre corps accepte mentalement, vous n'êtes pas bloqué, et du coup le traitement est plus assimilé par le corps. Ouais. Et c'est de là que voilà, j'ai commencé à étudier un peu le mental par rapport au corps, si ça l'accepte ou pas. Je vois. C'était très intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Mm. Dans ta maladie, est-ce que est-ce que la maladie a fait du tri dans tes amis, ou au contraire, est-ce que ça t'a créé de nouvelles amitiés? En l'occurrence, tu nous en as parlé, mais est-ce que ça fait du tri dans tes amis? Du tri, c'est un bien grand mot. Non, je pense, j'ai pas perdu d'amis par Par rapport à la rapport à maladie, ça. ouais. Après, plus éloigné, voilà, on s'éloigne de personnes par rapport à ma nouvelle vision de la vie, on va dire. Les objectifs, ils sont plus les mêmes, ma façon de vivre, ma façon de penser qui a beaucoup changé aussi. Ouais.
Donc c'est plus de là. Non, j'ai pas perdu d'amis forcément à cause de la maladie, en tout Non, cas. mais la Non. maladie, c'est la conséquence. Enfin, c'est quelque chose qui t'a permis qui t'a permis, c'est un grand mot, hein, de voir la vie différemment et du coup d'axer plus enfin, d'être plus en accord avec toi-même. Oui, bah, tout à fait. Tout à fait. Après, s'il y a quelqu'un, bah, je sais que ça va. Voilà, c'est pas une personne qui va être faite pour moi. Je vais plus me prendre la tête à. Bon, ça s'est pas fait tout de suite, mais je travaille encore là-dessus. Je dis bon, bah, moi, je fais mon chemin. On a passé un moment ensemble, c'était bien cette époque-là, mais moi, j'ai pris un autre chemin. Ouais, j'ai Et d'autres voilà, si on priorités. se revoit, voilà, comment vas-tu, tout ça, mais on s'éloigne naturellement, hein, je pense. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie grave? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, si tu as quelque chose à lui dire? Bah, parler. Pas se renfermer dans son cocon, c'est la pire chose à faire, je pense. Après, moi, j'ai de la chance, j'avais ma femme qui était là pour parler. Après, je comprends, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des personnes seules, je pense que ça peut être très compliqué pour elles. Mais si on peut trouver quelqu'un pour parler, même une association, ou faut se délester Ne pas garder ça des pour soi. questions, faut pas le garder parce que ça nous bouffe de l'intérieur. Ouais, Et je sais qu'il existe des associations maintenant pour bah, d'anciens patients comme j'ai connu, ça se développe quand même beaucoup, bah, pour savoir ce qu'on va affronter. Dire le cancer c'est grave, on peut en mourir, oui, il faut en être conscient. On n'est pas tous égaux face à la maladie, il y a des cancers plus graves que d'autres, mais après ça vaut le coup de se battre aussi. ça, j'avais une question qui, à la suite, c'était qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vient d'apprendre qu'elle était malade, mais qui est dans le déni de sa maladie, ou un proche qui est dans le déni de la maladie de quelqu'un? Ça peut être compliqué comme question. Ouais, Bah, faut travailler à l'accepter, mais on peut pas forcer quelqu'un à l'accepter. ouais, Je peux comprendre qu'on l'accepte pas, c'est quand même un gros coup de massue. Si on n'a pas le tempérament fort, ça peut être très compliqué. Donc après, faut se faire aider, ouais. faut en parler, Mais ça revient même toujours en parler. faut toujours en parler, voir avec les oncologues, voir un psychologue qui prescrive un psychologue, des groupes de discussion, des choses comme ça. Mais après, c'est pas facile d'en parler. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas facile. Quelqu'un qui parle pas beaucoup, je pense que c'est très difficile de s'ouvrir sur ce sujet. C'est un sujet qui reste assez tabou, qui reste enfermé, on n'en parle pas parce que bah, c'est négatif. Mm. Il y a la mort est présente, on n'a pas forcément envie d'en parler. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un sentiment particulier. Personnellement, j'ai jamais été gravement malade. Mes parents sont malades. Ma mère a une sclérose en plaques, mon père a une fibromyalgie. Et je me répète chaque jour, et de plus en plus, bah, qu'on n'a qu'une vie. Et toi, cette phrase, on n'a qu'une vie, elle a énormément de sens pour toi, j'imagine, depuis. Comment tu vis ta vie maintenant? Bah, je la vis plus simplement qu'avant. Ça s'est pas fait tout de suite après la maladie. Ça s'est fait au fur et à mesure. Bah, voilà, quand on est d'une certaine manière, on peut pas changer du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, j'en suis arrivé à me dire bah, j'ai qu'une vie, comme tu dis. J'en suis à ma deuxième. Je dis toujours, j'en suis à ma deuxième vie. Et je compte bien faire ce que je veux. Pas me laisser guider. Enfin, j'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire. Le Euh, regard des autres, tu t'en c'est fous. ça, le regard des autres. Si quelqu'un me dit tu devrais pas faire ça, bah, je vais peut-être plus avoir tendance à le faire que de l'écouter. Que avant j'écoutais beaucoup les autres, beaucoup le jugement, quand le jugement des autres comptait pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas fait totale abstraction de ça, mais je m'en fous un peu plus maintenant, et plus ça avance, mieux ça va. Ok. L'impuissance des proches, comment l'as-tu vécu? Parce que tes proches sont impuissants face à la maladie. Oui, Comment tu l'as vécu? Dans le sens où moi, je vais partager un petit truc. Moi, je la vis d'un autre prisme, mes parents sont malades. Je peux pas les aider. Et c'est quelque chose de très difficile pour moi. Ça m'arrive de temps en temps de pas aller les voir par égoïsme, parce que les voir, c'est trop douloureux pour moi. mm. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as pu ressentir ça? Moi, je comprends, oui. C'est pas facile, ça, surtout nos proches. Enfin, moi, personnellement, pareil, hein, dans ma famille, j'ai deux personnes très très proches qui sont décédées d'un cancer, donc je sais de quoi tu parles. J'ai des maladies aussi dans ma famille, un peu comme la tienne, donc je suis confronté à ça aussi. C'est pas facile d'aller se confronter avec des personnes qu'on aime,
et qui sont malades et que tu peux rien faire, tu te Ouais. sens impuissant. C'est ça. Après, moi, de l'autre côté, je l'ai pas vraiment ressenti. Euh, Ouais. L'impuissance des gens. Après, comme je reviens toujours, quand j'avais des visites, en général, j'allais bien. C'était pas tout de suite après les chimios. Ouais. On t'autorisait les visites que dans les moments où tu étais Bah, en... c'était surtout chez moi. À l'hôpital, personne ne venait moi. J'ai une personne de la famille qui est venue une fois, puis ma femme qui venait. Sinon, non. J'étais que enfin, les premières chimios, j'étais que 5 jours à l'hôpital. Après, je rentrais chez moi, je me reposais une semaine, et la semaine d'après, voilà, on pouvait venir me voir, ça se passait bien. Moi, je gardais l'humour, donc je décomplexais aussi les personnes en face de moi. Je voulais surtout les mettre à l'aise. Ouais. Je balançais toujours une petite vanne, même par rapport à la maladie, l'autodérision, des choses comme ça. Mais j'avais une question dessus, justement. Il y a de la matière, voilà. Le cancer du testicule, tu peux. Ah, j'avais pas pensé à ça, mais... Autodérision, voilà, tu fais, bon, voilà, il y a de quoi sourire. J'ai eu des questions, des copains, voilà. Tu réponds en rigolant, et puis voilà, il n'y a pas. Mais tu gardais ton humour pour toi ou pour les autres? Bah, pour moi et pour les autres aussi. Ouais. Pour moi c'était ma façon de me faire un mur aussi, de percevoir la tristesse des gens. Je ne Ouais. vais pas dire tristesse, mais Ouais, parce- l'empathie. Ouais, mais la Ils ont mal pour surempathie, moi, ouais. voilà. On sait qu'ils sont là, c'est que tu vas pas bien, ils sont pas forcément bien non plus. Donc c'était pour couper ça aussi, pour pas absorber tout ça. Ah, c'est une forme de barrière, de C'est une rempart. sorte de barrière. Et puis les mettre à l'aise aussi, leur dire, regardez, je vais y arriver, quoi. Ok. Et est-ce que ta famille, à un moment donné, a pu ne plus y croire, tu penses? Non. Non. Toute ta Non, famille? je pense que mon papa a eu beaucoup plus de mal concernant ce qu'il a vécu dans le passé. Mais sinon, dans ma famille, non, je pense pas. Pas à ma connaissance aujourd'hui. Ok. Désolé, je suis sur votre question. Est-ce que l'amour, ta relation amoureuse, l'amour de ta famille, a joué un rôle important dans ton parcours? Non, bien sûr. Bien Ouais. sûr, ce que je disais tout à l'heure, une personne qui est toute seule, qui est isolée, qui n'a pas de conjoint, qui n'a pas d'amis, qui voit personne, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Là, on se bat. Je me suis battu pour mes enfants, pour ma femme. Et avec? Et avec, on a fait une bonne équipe. Je me suis battu pour tout ça. J'avais beaucoup de raisons de me battre. Ouais. Donc oui, ça, c'est une bonne motivation. Je voulais te parler d'un truc que tu m'avais dit hors caméra, que tu avais des personnes qui te rendaient visite pour se donner bonne conscience, pour se rassurer, etc. Et tu peux m'expliquer un petit peu ce ressenti et qu'est-ce qui t'a fait dire ça? On a les personnes, alors je leur en veux pas, c'est humain, je pense, qui venaient me voir, je les en remercie tous, mais après, on a les personnes avec lesquelles on n'est pas très proches, même Ouais. pas du tout, et qui viennent quand même, donc on sait que c'est plutôt pour se rassurer, des fois par curiosité, par maladresse aussi. Ça nous renvoie, comme on en parlait tout à l'heure, à se dire, ça leur renvoie à dire, en fait, je suis pas éternel, Ouais. et ça peut m'arriver aussi. C'est une piqûre de rappel, ils venaient te voir C'est pour ça. avoir une piqûre de rappel C'est ça. inconsciente. On se confronte à ces choses-là, donc j'ai eu très peu de personnes comme ça, mais je sais que c'était pas... Pas de la malveillance. Pas de la malveillance, hein, voilà, c'est l'humain qui est comme ça, Ouais. et c'est tout. Hein. Mais tu l'as ressenti. Je l'ai ressenti, oui. Ouais. Je l'ai ressenti. Après, les personnes sont maladroites, voilà, quand on me disait, ça va aller, non, je crois que c'est la pire chose à dire pour Ouais. quelqu'un de malade. Ça va aller, tu vas t'en sortir. Dans ma tête, je dis, je ne sais, le professeur ne le sait pas, c'est pas eux qui vont le savoir. Ouais. Donc après, je n'en en veux pas, c'est humain. Ouais. C'est tout. Et moi, je pense que j'ai eu ces paroles-là. On l'a tous eu. On les a tous eus. Ouais, parce On les a tous eus. On ne se rend pas compte de l'impact. de l'impact en face. Ouais. Du coup, tes enfants avec quel âge Donc ma fille, 2 ans et demi, quand j'ai été diagnostiqué. Mon fils, il est né au mois d'août, donc de mon premier protocole, 2016. Il va avoir 9 ans aujourd'hui, non, au mois d'août. Du coup, l'accouchement de ma femme a été provoqué, parce que sinon j'étais en chimio au moment du terme. Donc ça a eu des impacts derrière encore
sur la vie personnelle, voilà, Ouais. sur elle aussi. Sur elle, sur ton Un enfant. accouchement provoqué fait beaucoup plus douloureux qu'un accouchement classique. Ouais, donc elle a porté C'est ça. des séquelles aussi de son Bah, côté. voilà, tout à fait, hein. Tout à fait. Ma fille, pareil, hein, psychologiquement, après, elle a été voir quelqu'un. Euh, on a toujours été transparent avec elle. Donc mon fils était bébé, donc il ne se rappelle pas de tout ça. Ma fille aujourd'hui s'en rappelle encore. Ouais. S'en rappelle. Donc premier protocole, voilà, on a tout fait pour être transparent avec des mots d'enfant. Je me suis coupé les cheveux devant elle. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, bon ben voilà, c'est moi que je les ai coupés devant elle en lui expliquant avec des mots d'enfant, toujours. Il y a une amie à ma femme qui nous a acheté un livre qui est super, que je peux recommander à des personnes dans ce cas-là, avec des enfants en bas âge. C'est Papa est malade. Ça existe aussi que Maman. Et c'est un livre vraiment très simple, mais qui explique toutes les étapes du cancer. Donc ça montre que papa il peut être fatigué, ça montre un personnage qui est branché sous chimio, ça montre, moi j'en ai pas eu, mais ça montre aussi les rayons. Et c'est une histoire qui se finit bien, que papa après il se repose et qui va mieux. Et ma fille, c'était son livre, elle y tenait beaucoup, et ça l'a beaucoup aidé. Waouh. Et après, c'est la transparence. On cache des choses, mais il faut expliquer. Je pense que voilà, Le mensonge n'aide pas. faut pas leur mentir parce qu'ils devinent. Ouais. Ils devinent. Je me rappelle toujours ma fille, il y avait un vaisselle qui venait me chercher. J'ai eu le temps de l'amener à l'école avant de partir. Et en croisant le VSL sur la route, elle savait qu'il était pour moi. Ouais. Et elle avait 3 ans. Waouh. Donc ne pas mentir aux enfants. Et ils ont confiance derrière. Et ils peuvent perdre vite la confiance dans l'autre sens. C'est ça. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fier? Bah, je suis fier de mon couple. C'est beau? Parce que c'est pas un combat qui se fait tout seul. Il Ouais. y a beaucoup de monde, comme je disais tout à l'heure, qui me dit, des amis, t'as de quoi être fier, t'as un héros. Bah, je suis pas un héros, hein, j'ai juste suivi ce que la médecine m'a dit de faire et puis me battre et après mettre des choses en place moi-même pour améliorer les choses. Ouais. Mais les héros aujourd'hui, c'est les infirmières, c'est les aides-soignantes, les professeurs, c'est tout le corps médical, c'est eux les héros. Ouais, c'est vrai. C'est eux. Mais t'as affronté tout ça malgré tout, même si t'es pas un héros, t'as quand même affronté tout ça. Je l'ai affronté, mais après, je l'ai pas choisi, donc, Tu l'as pas choisi. Mais donc voilà, on affronte et on fait ce qu'on peut. Et après, non, le héros, c'est notre couple. Euh, Comme on dit des fois, la maladie casse. Il y a des gens qui se séparent à cause de ça. Et en discutant avec le professeur, justement, il nous a appris que c'est pas l'accompagnant qui fait la démarche de se séparer souvent, c'est le malade. oui, Pour protéger justement. pour pas être un poids, ouais. Ouais, pour pas être un poids. C'est souvent comme ça. Donc non, ça nous a renforcés. Il y a eu des hauts et des bas. Parce que c'est pas facile à gérer. Donc ma femme avait un bébé à gérer, la maison, le planning, tout. Elle a tout géré. Surtout quand j'étais en bulle, là, moi j'étais à la merci de tout. Hein. Je ne pouvais rien faire, rien gérer. J'étais trop faible pour ça. Elle m'a supporté pendant les moments où la douleur me mettait en colère contre elle. Oui, parce qu'il faut trouver un coupable. Il fallait que je trouve un coupable. J'ai la chance qu'on communique, donc elle me l'a dit. Moi, je m'en apercevais. Je ne pouvais rien faire. Même les enfants, je ne supportais pas. La douleur était tellement intense entre les deux bulles, et même après, que j'en prenais aux enfants, à ma femme. Et de là, on nous a conseillé de faire de l'hypnothérapie. Ouais. Et ça m'a calmé en une séance. Ah ouais? Je suis allé Par curiosité, ouais. par curiosité, j'ai dit de toute façon je suis prêt à tout, il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Je ne connaissais pas et moi j'aime bien expérimenter, j'y suis allé et au final ça a très bien fonctionné. Wow. Bah, bon à savoir et même C'est bon à savoir, bon voilà. conseil Il y a pour... beaucoup de médecines alternatives qui peuvent aider. Ouais. En supplément de la médecine... En supplément. oui. C'est pour les symptômes, c'est pour tout ça. Le traitement, non, C'est primordial. c'est la médecine conventionnelle Ouais. et il ne faut surtout pas aller sur des médecines de substitution à la place de la médecine conventionnelle. C'est vrai, et je suis d'accord avec toi. C'est- On arrive sur la fin de cette interview, après on pourra échanger un petit peu si tu as des choses à apporter en plus. Une question, on sait qu'on est éphémère, on le sait plus que jamais avec ce qu'on vient de se dire. Si tu devais laisser quelque chose sur Terre après ton passage,
Ce serait quoi? Enfin, que les gens se souviennent de toi, de quelle façon? Alors moi, j'ai pas trop envie qu'on se souvienne de moi. C'est vrai? T'as pas de... Je suis plutôt discret, donc Ouais. pour moi, on est de passage sur Terre. Une fois que je suis plus là, puis place au suivant, hein. T'as pas envie d'apporter une trace de toi, de laisser quelque Non, chose? Non. Non, juste non, pas vivre ta vie, spécialement. Juste de mon vivant, voilà, vivre tes rêves. de vivre ma vie. Et après, quand je serai plus là, on laissera la place aux autres. Et mes enfants, bah, ils parleront de moi. Et puis après, quand il n'y aura plus personne pour parler de moi, bah voilà, hein, de toute façon, plus personne pensera à moi. Et c'est la vie. Ouais, c'est vrai, c'est la vie. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a un rêve? Bah, de foncer. Dans la mesure, faut être prudent. Faut pas foncer non plus dans n'importe quoi, mais faut tout faire pour les réaliser, ses rêves. Ouais, Faut pas écouter les personnes autour. Comme j'ai pu entendre dans une interview que tu as fait précédemment, ouais, qui nous a beaucoup parlé avec ma femme, faut pas écouter les gens autour, faut foncer. ouais. Le quand dira-t-on, le tu devrais pas, Attention. faut vivre ses rêves, faut les faire avec prudence. Je dis pas faut se jeter tout de suite dans un truc, mais en se préparant, oui, on peut tout faire. Ouais, trop bien. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais apporter pour compléter ton témoignage? Ou tu penses qu'on a fait le tour pour... On a abordé plein de sujets. Ouais, Après, non, juste bah, se forger mentalement, foncer, ne pas baisser les bras, parler. parler. La communication, c'est la clé de beaucoup de choses dans beaucoup de domaines aussi. Ouais. Euh, Ou dans la vie en général, ne communiquer. pas avoir peur de se faire aider, c'est pas une honte de se faire aider par un psychologue, par tout ça. Faut ouvrir beaucoup de portes. Moi, j'ai ouvert la porte de l'acupuncture pour les séquelles. J'ai ouvert l'hypnothérapie, la porte de faire du sport pendant que j'étais en chimio. Enfin, Expérimenter. expérimenter. Ouais. Et là, on découvre qu'il y a des choses dont on parle pas qui sont très bien, qui font du bien aussi et Ouais, qui qui aident. font du bien. Mm. Ouais. Et qui aident. Bah, en attendant, un vrai et un grand merci. Bah, de rien, c'est moi qui te Vraiment. remercie. Parce que c'est pas facile de parler de ça. C'est quand même un témoignage. J'espère que ça va pouvoir aider un maximum de Bah, personnes. je l'espère aussi. Je l'espère. Et puis voilà, vraiment merci. Du coup, bah, c'est la fin de cette interview. Merci à tous d'avoir écouté. En attendant, n'hésitez pas à mettre encore des commentaires, à poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.